Aujourd'hui, nouvel épisode du Squat de la Performance pour un échange nutrition avec Nouchka Diète. Diététicienne du sport et triathlète, elle a pour slogan performer et durer. Tu te doutes bien que ça résonne beaucoup en moi. Nouchka, bienvenue sur le podcast du Squat de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Hello, eh bien, je suis très contente d'être ici pour parler avec vous. Alors moi, je m'appelle Nouchka Simic, je suis diététicienne du sport et formatrice en nutrition sportive. Alors dans mes suivis, j'accompagne des athlètes, que ce soit à niveau amateur à haut niveau, dans tout type de discipline, même s'il y a une prédominance quand même pour les sports d'endurance, donc en triathlon, trail, cyclisme principalement. Mais j'accompagne aussi des biathlètes, des crossfitters et puis d'autres disciplines, même si la grosse prédominance, c'est une prédominance d'endurance. Et à côté, j'ai ma formation en nutrition sportive pour former les diététiciens et les pros de santé et du sport de façon générale à la nutrition sportive. Voilà pour mes domaines d'activité. À côté, donc comme tu l'as dit, je fais du triathlon. Je fais également pas mal de trail, un petit peu de muscu à côté parce que c'est important dans les sports d'endurance. Et puis, plus accessoirement, je fais du parapente parce que j'habite à la montagne et j'en fais depuis un an maintenant. Génial. Donc ouais, effectivement, du coup, ça lie les deux entre ton activité sportive et ton activité professionnelle. Je comprends qu'effectivement, tu es peut-être plus de clients qui viennent te voir par rapport à cet attrait-là. Moi, j'ai un peu la même chose avec les footballeurs. Justement, j'aimerais qu'on parle et qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet. Tu as récemment publié des conseils sur le repas la veille d'une course. Donc, j'imagine que c'était sur tout type d'activités liées à des sports d'endurance. Que conseilles-tu finalement sur le repas qui précède une compétition? Ouais, bah d'ailleurs que ce soit des sports d'endurance, mais finalement on peut un peu l'appliquer à toute discipline. Ok. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de quoi hein, pour ta course ou ta compétition ou ton match, tu vas avoir besoin d'énergie. Ton énergie, tu la puises dans les glucides. Donc ça, c'était le point principal de Ouais. mon post sur le repas de veille de compétition, c'était avoir un repas à prédominance pardon, glucidique. En plus de ça, faire attention à côté à avoir une source de protéines, mais de protéines digestes. Donc généralement, ce que je recommande en veille de compétition, c'est d'éviter la viande rouge ou les légumineuses qui peuvent mettre du temps à être digérées. Et ça, derrière, si on est un petit peu sensible d'un point de vue digestif, ça peut venir altérer le sommeil. En plus du stress de la compétition, on sait que ça peut affecter le sommeil, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Et puis, Mhm. maintenir un bon niveau d'hydratation. Alors ça, c'est tous les jours, hein, mais y faire attention la semaine avant et puis la veille. Et un autre point qui est important également, c'est réduire les fibres alimentaires dans l'alimentation. Donc les fibres alimentaires qui sont plus difficiles à digérer et qu'on va retrouver principalement dans les crudités, les fruits, les légumineuses, les graines oléagineuses et puis plus globalement les aliments complets. Ok. Si on part du principe, admettons que tu as une compétition en début d'après-midi, est-ce que tu dissocies les conseils que tu vas donner pour le repas, donc pré-compétition, on va dire le matin? En général, on parle de 4 heures avant. Dis-moi si tu as d'autres pistes à ce sujet-là. Et Bah, par rapport au repas de la veille au soir. oui, alors le timing, ça va dépendre. Alors, généralement, on parle de 2 à 3 heures avant le début de l'échauffement. Parfois, c'est compliqué, hein. Si ta compétition, elle commence tôt le matin, c'est le cas Ouais, en bien sûr. endurance. Parfois, le départ, ça peut être à 4 5 heures du matin. Dans ce cas-là, moi, ce que je recommande, c'est plutôt de faire une collation assez digeste, 1 heure et demie avant. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand j'ai des courses qui commencent tôt, vers 7 8 heures, bah, sur le trajet en voiture, j'ai toujours mon petit gâteau au yaourt ou mon banana bread. Je prends ça 1 heure, 1 heure et demie avant. C'est assez digeste et comme ça, il n'y a pas besoin de se lever trop tôt pour pouvoir respecter le temps de digestion. Donc, en fait, le délai de digestion, ça va vraiment dépendre de ce que tu consommes. Plus tu vas être proche du début de l'effort, plus il faudra que ce soit des aliments digestes et plus tu vas t'éloigner du début de l'effort, plus il faudra que ce soit des glucides complexes et quelque chose qui se digère en plus de temps pour pouvoir te tenir au corps et que tu sois pas en hypo au moment où tu vas commencer ton effort. Et après, bah, si ta compétition est l'après-midi, il y a plusieurs façons de faire. Ce que je recommande généralement, c'est soit de faire un espèce de brunch vers 10-11 heures si ta compétition est en début d'après-midi, soit tu peux faire un petit déjeuner et puis un repas 2 à 3 heures avant, sur les mêmes bases que le repas de la veille, finalement, glucides, protéines maigres et puis pas trop de fibres alimentaires. Ok, parfait. Effectivement, en fonction du début de ta compétition, ça permet déjà de pallier pas mal de choses avec tous les conseils que tu viens de donner. Tu me fais une petite passe décisive, tu as parlé d'hydratation. J'aimerais justement qu'on parle de boissons et d'hydratation. Quels sont tes conseils au niveau de ce domaine-là?
Alors, l'hydratation, c'est quelque chose qui est souvent négligé chez le sportif. Quand on pense nutrition, on ne pense pas toujours hydratation, alors que c'est important, tant au niveau santé que performance, puis performance physique et cognitive finalement. Plus tu es sportif, plus tes besoins hydriques sont importants. Déjà parce que tu transpires plus, donc tu perds plus d'eau, et puis également parce que le muscle est plus riche en eau que le tissu adipeux. Le muscle, c'est 70% de flotte à peu près, alors que la masse graisseuse, c'est 15 à 20%. Donc forcément, plus tu es musclé, plus tes besoins en eau sont importants. C'est la raison pour laquelle généralement les hommes ont des besoins hydriques plus importants que les femmes parce que leur taux de masse musculaire est plus important. Donc voilà, le but, c'est d'avoir déjà une bonne hydratation au quotidien. Pour avoir un ordre d'idée, moi, ce que je conseille pour pas trop se prendre la tête, c'est d'avoir 1,5 litre à 2 litres d'eau hors entraînement. Évidemment, ça va varier en fonction du profil de l'athlète. Si tu as un homme d'un mètre 90 et 100 kilos, ça va être différent d'une femme d'un mètre 50 et 45 kilos. C'est pas les mêmes besoins C'est hydriques. bien de le rappeler, ouais. Ouais, bien sûr. Mais voilà, environ 1,5 litre à 2 litres. À côté de ça, en plus de l'eau que tu vas consommer via l'eau, simplement, tu as aussi l'eau que tu vas avoir dans les aliments. Les Mhm. fruits, les légumes, les laitages, ce sont des aliments qui sont riches en eau, hein, qui contiennent à peu près 90% d'eau. Donc, ça va participer à l'hydratation. Et puis, à côté de ça, tu as les besoins liés à l'entraînement, où là, plus ton effort va être intense et plus tes besoins hydriques seront importants. Quand tu vas courir 1 heure, tu n'auras pas les mêmes besoins hydriques que si tu fais 1 heure de muscu, par exemple. Puis ça peut varier en fonction de l'intensité et de la température extérieure. Mais pour pas trop se prendre le chou, moi, je recommande d'avoir à peu près 500 millilitres d'eau par heure d'effort. Et après, ce que tu vas consommer, ça va dépendre de la durée de l'effort et du type d'effort. Voilà, est-ce que je consomme juste de l'eau? Est-ce que je consomme des électrolytes? Est-ce que je consomme une boisson d'effort? Plus l'effort va être long et intense, plus tu vas devoir apporter quelque chose dans la boisson. Ok. Il y en a justement qui ont pour conseil effectivement de donner un peu un cadre, d'autres qui vont dire il vaut mieux attendre la soif, alors que d'autres disent justement il ne faut pas attendre la soif. Quel est ton point de vue par rapport à tout ça? Ça dépend, parce que certaines personnes ressentent la soif et d'autres pas trop. Donc, Ouais. si tu as un athlète qui court un ultra trail et qu'il a pas trop soif, moi, je vais pas trop lui recommander d'attendre la soif parce que si au bout de 3 heures il commence à avoir soif, il aura perdu depuis 2 à 3 litres d'eau. Donc, ça dépend. C'est vrai que on entend hein, que les sensations de soif, c'est assez intuitif généralement. Et au-delà de ça, si ton effort n'est pas très long, tu ne risques pas vraiment d'avoir de soucis liés à la déshydratation. Pourquoi? Parce que même si tu es déshydraté à 1 ou 2% de ton poids corporel, ça va pas vraiment engendrer de diminution de tes performances, que ce soit au niveau physique ou cognitif. Il faut vraiment une déshydratation de l'ordre de 3 à 4% pour commencer à avoir une diminution des performances, un risque augmenté de troubles digestifs, des troubles de l'attention. Et pour avoir cette déshydratation-là, pardon, il faut soit être sur un effort qui est assez long, soit avoir déjà un terrain propice à la déshydratation. Si tu ne bois pas bien au quotidien, bah, il se peut que tu commences ton effort, tu es déjà déshydraté et donc la déshydratation peut arriver plus vite. Ça dépend vraiment du contexte. Mais moi, en général, je donne des tips avec des recommandations par heure d'effort et puis après, bah, faut essayer de les respecter, quoi. Ouais, on comprend bien que de toute façon, il y a des conseils généraux et puis après des conseils individuels. Et c'est tout l'intérêt finalement de faire appel à tes services. Ouais, tout à fait. Justement, pour aller un peu plus précisément sur ce sujet-là, à un moment donné, dans un de tes posts, tu as parlé de boissons d'attente, boissons d'effort et boissons de récup. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas forcément connues de tous. J'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ça. Ouais, alors pour commencer avec les boissons d'attente, donc c'est une boisson que tu vas consommer dans l'heure généralement qui précède le départ d'une compétition. Quand est-ce que je recommande ce type de boisson? Alors, soit pour les sports à haute exigence énergétique, donc les sports surtout d'ultra-endurance, soit pour les sportifs qui vont être stressés, pour qui ça les rassure finalement d'avoir une boisson avant l'effort. Il faudra faire attention à ce que cette boisson elle soit plutôt composé de sucre à index glycémique bas, comme le fructose par exemple, et pas utiliser la même boisson que tu vas consommer à l'effort. Ça, c'est ce que je vois souvent quand je récupère des athlètes. Ils me disent, bon, bah, moi, avant ma course, avant ma compète, 2 heures avant, je bois ma boisson d'effort. Sauf que c'est pas du tout les mêmes sucres dedans. On comprend bien qu'à l'effort, tu as besoin de sucre rapide, et si tu bois des sucres rapides en dehors de l'effort, ça peut poser problème au niveau glycémique. Donc voilà, plutôt des sucres à index glycémique bas avant l'effort. Alors, il y a des boissons qui sont toutes faites, hein, des boissons
des boissons d'attente où généralement ça va être du fructose et puis pourquoi pas de la maltodextrine. Et puis tu peux aussi la faire toi-même, pourquoi pas avec du miel, parce que le miel c'est un index glycémique qui est à peu près intermédiaire, donc ça peut tout à fait faire l'affaire. Pour la boisson d'effort, donc justement là tu as besoin de sucre à index glycémique rapide. Tu n'as pas de risque vraiment d'hypoglycémie réactionnelle à l'effort comme on peut souvent l'entendre en consommant des sucres rapides. Pourquoi? Parce qu'à l'effort, avec l'intensité de l'effort, tu vas sécréter des catécholamines qui vont diminuer la sécrétion d'insuline. Donc au final, tu vas pas avoir vraiment des gros pics d'insuline et puis une hypoglycémie réactionnelle derrière. Donc justement, tout l'intérêt de consommer des sucres à index glycémique haut, c'est que tu vas avoir des sucres rapidement assimilés, rapidement utilisables et surtout super digestes. Parce que si tu consommes des aliments solides à l'effort, bah, tu augmentes le travail digestif et donc bah, toute l'énergie que tu mobilises au niveau digestif, tu l'as pas au niveau musculaire pour oxygéner le muscle. Donc voilà pour la boisson d'effort. Ta boisson d'effort, généralement, elle contient aussi, donc en plus des glucides, elle contient du sodium pour pallier aux pertes minérales que tu vas avoir. Et puis parfois, si l'effort dure dans le temps, on peut rajouter des protéines parce que bah, avec les micro-lésions qu'il va y avoir, et puis pourquoi pas l'utilisation des acides aminés à des fins énergétiques, ça peut être intéressant de rajouter des protéines. Ça, c'est si l'effort est vraiment, vraiment long, quoi. Et Ok. boisson de récup, plusieurs intérêts. Si tu n'arrives pas à te réalimenter tout de suite, on le sait, après un effort intense, il y a une diminution de l'irrigation sanguine au niveau du tube digestif. Donc, le temps que ça se reperfuse, ça peut durer 1 heure, voire parfois plusieurs heures selon les sportifs. Donc, ça peut être bien d'avoir une boisson de récupération. Ça permet de pouvoir apporter de l'énergie, des glucides, des protéines rapidement après l'effort et de reconstituer les réserves en glycogène et de contrer le catabolisme musculaire. Donc voilà à quoi peut servir la boisson de récupération. Si tu n'as pas faim, et puis pour apporter des choses rapidement assimilées. Ok, génial. Effectivement, on voit déjà que donc il y a ces trois grandes catégories et que au-delà du timing de prise, bah, finalement il y a toute une les compositions de ces boissons sont complètement différentes pour justement pallier à ces besoins en fonction du timing. On entend souvent parler de boissons type jus de raisin, jus de betterave, jus de grenade. J'imagine qu'ils n'ont pas tous le même intérêt. Si tu fais ta boisson d'effort tout seul, tu peux choisir un jus de fruits. Voilà, généralement, ça va être jus de raisin. En fait, le jus de raisin, c'est le meilleur. C'est celui qui a le meilleur rapport glucose-fructose et qui a le meilleur taux de glucides. Il faut éviter le jus de pomme qui va avoir une teneur en pectine un peu trop importante et qui peut engendrer des risques de troubles digestifs. Voilà, après, c'est un peu les goûts de chacun quoi, pour le jus que tu vas choisir pour ta boisson. Parfait. On va gentiment glisser sur un sujet qui est un peu clivant. Tu défends l'idée que le lait de vache n'est pas mauvais pour la santé. Peux-tu nous donner tes arguments et les conseils pour bien le consommer? Alors moi, je ne défends rien. J'expose la littérature scientifique. Ça, c'est une grosse nuance. C'est-à-dire que moi, je Ok. n'ai pas d'avis. J'expose les faits comme ils existent. Le lait, c'est très clivant comme sujet. Le lait de vache, on entend un petit peu tout. Et puis chacun a son avis à donner, ses expériences personnelles, ses anecdotes, Mhm. ce que son médecin lui a dit, etc. Le fait est qu'actuellement, alors les principaux chefs d'accusation du lait, ça va être que c'est inflammatoire, que ça augmente l'ostéoporose, que c'est pas pour l'être humain parce que c'est pour les veaux, qu'il y a trop d'hormones dedans. Alors, je vais pas forcément détailler chaque point parce que je pourrais y passer du temps. Et puis, voilà, j'invite à venir voir les contenus que j'ai fait à cet égard. Mhm. Ou pourquoi pas à lire le livre de Vassilis dessus, VassilisIliopoulos, qui a fait un livre sur produits laitiers en loup-démon D'accord. qui expose tous ces faits-là, justement, argumentés par la littérature scientifique pour vraiment bah, déterminer si oui ou non c'est mauvais. Mais le fait est qu'aujourd'hui, quand on regarde la littérature scientifique et puis le consensus scientifique qui existe, lorsqu'on regarde les méta-analyses, le rôle des produits laitiers est plutôt neutre. Enfin, les produits laitiers ont plutôt un rôle bénéfique sur l'organisme. Ça aurait plutôt un avantage pour la santé. Après, c'est pas quelque chose qui est indispensable, c'est-à-dire qu'on peut se passer des produits laitiers, mais il n'y a pas vraiment de raison qui pousserait à s'en passer, sauf si tu es intolérant sur le plan digestif, mais il faut savoir qu'il y a moins d'1% de la population qui est intolérant au lactose, en fait. C'est bien moins que ce que l'on pense. Ou alors, si ça va contre tes valeurs d'un point de vue éthique, environnemental, ouais, ça, y a aucun problème, quoi. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je me base sur les données qu'on a à l'heure actuelle, en 2023, qui montrent que bah, le lait n'a pas d'impact négatif sur la santé, sur les différents domaines qui sont souvent incriminés, quoi. Ok. Ouais, je partage bien évidemment ton avis. Moi, ce qui m'interroge sur le lait, c'est plutôt les différences
de lait, en l'occurrence, des laits UHT, des laits frais, des laits potentiellement de ferme. Quelle est ta pensée par rapport à tout ça? Bah, bien sûr, quand tu vas avoir un lait qui est pasteurisé, qui est stérilisé, tu vas, entre guillemets, tuer une partie des bactéries, des vitamines, des minéraux. Maintenant, les études sont faites généralement sur des laits industriels, hein. On va pas chercher des laits de ferme, etc. C'est des laits standards, hein. Les études montrent que même avec un lait du commerce, de l'industrie, on est sur quelque chose qui est bénéfique pour la santé. Si on a l'occasion, moi, par exemple, je prends du lait de la ferme parce que voilà, il y a une ferme juste à côté de chez moi, j'ai Ouais. l'occasion de le faire. Après, c'est un lait qui est entier, qui est cru, donc il y a d'autres risques derrière de consommer du lait cru. C'est sûr que ça va être différent sur le plan de la composition, mais mon avis est que quand même, même si tu prends un lait du commerce qui va être stérilisé ou pasteurisé, c'est quand même bénéfique. Et même s'il manque un peu de vitamines, un peu de minéraux, au final, quand tu bois du lait, tu vas pas le boire pour les oméga 3 qu'il y a dedans, pour la vitamine D qu'il y a dedans. Tu vas le boire parce que c'est riche en calcium, et même si c'est chauffé, il y a quand même une quantité intéressante de calcium, et puis pour les protéines. Pour le reste, c'est pas la source principale. Parfait. On entend beaucoup parler d'indice glycémique. Certains prônent IGBA, parfois sans véritablement le savoir pourquoi, j'ai l'impression. Peux-tu nous rappeler déjà ce que c'est que l'indice glycémique et nous donner ton avis tout simplement? Ouais, bah, l'index glycémique, déjà, ça permet de mesurer la capacité d'un aliment qui contient des glucides à élever la glycémie par rapport à un sucre de référence qui est le glucose pur. Donc, plus cet indicateur-là, plus cet index glycémique-là va être bas, moins il risque d'augmenter la glycémie. Donc, on parle d'index glycémique bas, index glycémique moyen, index glycémique haut. Cette valeur-là est à nuancer, étant donné que ça va être totalement différent si tu consommes le sucre, enfin l'aliment glucidique seul, de façon isolée, ou au sein d'un repas. Si tu te prends 10 grammes de sucre blanc comme ça, seul au milieu de l'après-midi, ça va pas avoir la même incidence sur ta glycémie que si tu le consommes au cours d'un repas avec des aliments qui contiennent des lipides, des protéines, des fibres alimentaires. C'est vraiment ton bol alimentaire complet qui va influer sur les conséquences que ça va avoir après sur ta glycémie. Donc, j'imagine que même d'un point de vue de la maturité d'un aliment, de la manière dont tu vas le cuire, tout ça, ça va aussi influencer son indice glycémique. Ouais, la cuisson, si un fruit est plus ou moins mûr, par exemple, on sait qu'une banane verte, bah, ça a un IG plus bas qu'une banane super mûre. La matrice aussi, est-ce que l'aliment va être mixé ou pas? Si on est sur une purée ou une pomme de terre cuit vapeur, ça va pas du tout être la même chose. Et puis, bah, à côté, les aliments qu'il va y avoir à côté, forcément. Du coup, ça fait le lien aussi avec la question sur les timings de prise alimentaire en fonction par rapport à une compétition, par exemple, où tu vas peut-être jouer sur ces indices glycémiques, entre guillemets, en fonction du moment de ta prise alimentaire. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que je te disais, en fonction de si tu manges 1 heure ou 3 heures avant ton effort, ça va pas du tout être la même composition. 3 heures avant, tu vas peut-être pouvoir manger du pain complet, alors qu'1 heure avant, on évitera. On sera plutôt sur quelque chose de plus digeste. Ok, parfait. Avec l'avènement du Nutri-Score depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on a voulu simplifier, entre guillemets, les étiquettes alimentaires. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que tu éduques tes clients sur la lecture des étiquettes alimentaires? Alors, le Nutri-Score, si ça fait débat aujourd'hui, moi, je pense que ça reste quand même une aide. Ça reste quand même un indicateur qui permet d'orienter les choix alimentaires. Après, notre rôle, c'est de réussir quand même à éduquer au-delà du Nutri-Score, quoi. Faut pas s'arrêter à un A ou un B sur une étiquette. Moi, alors, au-delà du fait, c'est pas mon domaine de travail principal, de travailler sur la lecture d'étiquettes, bien que je le fais, hein, mais moi, c'est plutôt apprendre à composer l'assiette, savoir quoi mettre dans l'assiette, faire les bons choix alimentaires et puis les bonnes quantités en fonction des besoins. Après, bien sûr, plus tu vas manger brut, mieux c'est quand même. On peut pas dire que manger industriel et transformé, c'est bien. Et moins tu manges transformé, mieux c'est. Maintenant, quand tu fais des choix, quand tu prends des aliments qui sont quand même transformés ou industriels, c'est bien de savoir quand même lire les étiquettes alimentaires, même si au final, c'est des aliments que tu manges ponctuellement. Donc, finalement, c'est pas parce que ça va avoir une mauvaise composition, pardon, que ça va poser des problèmes si ça compose 10% de ton alimentation. Après, bah, en fonction des groupes d'aliments, on va faire attention à plusieurs choses. Exemple, si tu prends des produits laitiers, tu peux regarder quand même que sur la liste des ingrédients et sur les valeurs nutritionnelles, bah, il n'y a pas 35 grammes de glucides ou de matières grasses.
Ça, c'est clair. On sait quand même que ça doit principalement être des protéines avec un petit peu de glucides, mais pas que ce soit trop sucré et trop gras. Donc voilà, tu vas orienter après en fonction des groupes d'aliments. Et puis, tu peux regarder la liste des ingrédients sur une étiquette, mais la liste des ingrédients ne reflète pas toujours si un aliment est bon ou pas bon. Même, alors là, on ne va pas forcément rentrer dans ce débat-là des additifs, mais tous les additifs ne sont pas mauvais. Certains sont même indispensables pour la santé de chacun. Les gens qui ne sont pas forcément avertis sur la nutrition, et c'est dur de savoir si un additif est bon ou pas bon. Enfin, je veux dire, ça, c'est normal. Je comprends les gens qui se disent s'il y a un additif dedans, ça peut potentiellement être néfaste. C'est difficile de savoir si c'est sain ou pas. Si par exemple tu prends des légumes surgelés, regarde que l'ingrédient principal, ce soit des légumes et pas du sucre. C'est parfois le cas, hein. Ou le deuxième Mhm. ingrédient, c'est du sucre parfois, après l'huile de tournesol, et puis tu sais pas pourquoi, ils mettent du dextrose et machin. C'est plutôt au cas par cas, en fonction des groupes d'aliments, regardez vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Ok, tu m'apprends complètement quelque chose là sur les additifs, parce que c'est quand même vachement diabolisé. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'additifs qui sont plutôt bons pour nous, comme tu l'as dit? Par exemple, certains conservateurs sont quand même bons parce que si tu ne mettais pas de conservateur, ça pourrait engendrer des risques bactériologiques derrière et il pourrait y avoir plus de maladies et d'infections alimentaires. Si ça t'intéresse et si ça intéresse tes auditeurs, Mhm. je t'invite à aller voir le compte de Clément Noblet, qui est diététicien et qui fait vraiment une grosse éducation sur la partie édulcorants, additifs et qui avertit vachement sur le sujet. Et lui, en l'occurrence, il est très calé là-dessus. Génial. Bah écoute, ouais, on ira voir tout ça parce que je trouve que c'est beaucoup diabolisé aujourd'hui dans les médias, etc. Et peut-être parfois à tort. Donc c'est bien aussi de nuancer le propos, je pense. Et le fait est que c'est toujours la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas consommer un yaourt avec des édulcorants dedans, ou même du coca zéro ou un autre soda 0% que derrière, tu vas avoir un cancer, quoi. Il faut vraiment des quantités astronomiques pour que derrière, ça ait des répercussions. Et dans le cadre d'une alimentation équilibrée, avec une alimentation principalement brute, bien équilibrée, c'est pas parce que de temps en temps tu vas rajouter quelque chose de transformé que ça va avoir une incidence sur ta santé. Tu as fait le lien quand même avec cette fameuse loi de Pareto du 80-20, ou en tout cas après Ouais. chacun met le curseur un peu où il veut. Si effectivement 80-90% de ton alimentation est correcte, tu peux te permettre aussi d'avoir peut-être un peu plus d'aliments plaisir, si je puis dire, pour compléter ton alimentation. Ouais, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et en fait, le plaisir est super important, même à haut niveau, hein. Je trouve que même à haut niveau, tu dois avoir des aliments qui sortent peut-être un peu de ton équilibre alimentaire. Et de toute façon, l'équilibre alimentaire, ce que je répète souvent, c'est un équilibre, c'est quoi? C'est un mélange de plus et de moins. Donc, il ne faut pas qu'il y ait que des moins dans ton équilibre alimentaire. Quand je parle de moins, Mm. je parle de légumes, je parle de protéines maigres, je parle de choses qu'on qualifie de saines. Il y a la place pour les plus aussi. C'est juste que chaque aliment a sa place et sa fréquence qui lui est propre. Et voilà, tu consommes pas de la pâte à tartiner comme tu consommes des légumes. Sinon, il y a un problème et là, il y a un déséquilibre. Mais je trouve que ça doit quand même avoir sa place et ça rentre dans le cadre d'une alimentation équilibrée, totalement. Ok. J'entends de plus en plus de jeunes se supplémenter avec divers produits complètement à l'aveugle. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de faire des analyses sanguines? Et si oui, pour quelles raisons? Déjà, sur les suppléments, faut savoir pourquoi tu les prends. Et alors, déjà, faire la différence entre se complémenter et supplémenter. Se complémenter t'apporte ce qu'il te manque si tu as une déficience, et se supplémenter, c'est-à-dire apporter plus que ce que tu n'as déjà, en gros. Maintenant, je pense que notre rôle à nous, c'est déjà d'éduquer. C'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, puis après en consultation et en coaching, c'est d'éduquer sur quel complément prendre et pour quelles raisons. Parce que comme tu le dis, parfois, enfin, les gens se supplémentent un petit peu avec tout et n'importe quoi. Moi, des fois, en consultation, quand je demande quel complément alimentaire tu prends, j'ai des fois des réponses. C'est-à-dire que certaines personnes ne savent même pas ce qu'elles prennent, quoi. C'est juste qu'elles ont entendu quelqu'un dire ça sur les réseaux sociaux avec un code promo. Et elles se sont dit, bon, bah vas-y, lui, il le prend, donc je le prends aussi parce que c'est bien. Mais c'est pas forcément adapté. Et honnêtement, souvent, il n'y a pas besoin. Moi, je pars du principe que l'alimentation doit primer sur la complémentation, mais que la complémentation, c'est vraiment une grande aide. Moi-même, je prends des compléments alimentaires parce que ça m'aide à couvrir mes besoins. Parce qu'en tant que sportif, tu as des besoins qui sont quand même plus élevés en micronutriments et que parfois, pour réussir à couvrir tes besoins en micronutriments, tu es obligé de manger plus de macronutriments et ça crée un déséquilibre. Il y a certains marqueurs que tu peux doser par une prise de sang, certains marqueurs que tu ne peux pas. Exemple, tu peux doser la vitamine D, par exemple.
Mhm. via une prise de sang. De toute façon, on sait que quasiment toute la population l'hiver est carencée en vitamine D. Donc ça, Mhm. c'est un complément que tu peux prendre presque de façon systématique. Le fer également, tu peux le doser, mais il y a d'autres minéraux que tu peux pas forcément bien doser, comme le magnésium. Il faut plutôt faire une analyse urinaire pour vraiment savoir quelles sont tes pertes en magnésium et si tu as besoin de te complémenter. Tu peux doser une partie pour voir s'il y a besoin de complémenter, mais il y a une grosse partie où tu vas être sur l'analyse de tes symptômes, en fait, comme le magnésium. Le magnésium, pour un sportif, il va être un peu fatigué, qui va pas être en forme, qui va être stressé, qui va mal dormir. Tu peux faire une cure de magnésium. De toute façon, le magnésium, c'est pas dangereux, c'est-à-dire que même si tu en consommes beaucoup et plus que tes besoins, tu vas juste l'éliminer par les urines, comme une bonne moitié des vitamines, minéraux, c'est-à-dire que les vitamines du groupe B, généralement, si tu en consommes plus, tu vas juste les éliminer par les urines. Par contre, il faut faire attention à certains minéraux, à certaines vitamines. Je pense au fer. Le fer, si tu le consommes en excès, sans vraiment savoir si t'es carencé, ça peut être dangereux, toxique. Ça peut augmenter le stress oxydatif et puis la toxicité dans ton organisme. Les oméga 3 aussi, en excès, c'est pas bon. Voilà, après, les oméga 3, pareil, moi, je le dose pas systématiquement. Je détermine avec un questionnaire d'habitude alimentaire, est-ce que tu consommes assez de poissons gras? Est-ce que tu es végétarien, végétalien? Tu arrives généralement à orienter facilement sur la prise de compléments. Donc voilà, je dirais que les compléments, ça ne doit pas être systématique. Par contre, c'est souvent d'une grande aide et ça peut venir combler quelques déficits dans l'alimentation. Mm. Déjà, c'est top que tu aies fait cette nuance-là sur suppléments et compléments. Je te remercie. J'ai l'impression que certains ont des budgets en complémentation qui sont supérieurs ou presque à leur alimentation globale. Donc ça, déjà, je trouve ça assez affolant. Et même parfois, en fait, après, chacun met son argent là où il le veut, mais ils vont avoir un gros budget en complément et ne pas forcément allouer cet argent-là avec un coach compétent, avec un nutritionniste compétent, avec un préparateur physique, un préparateur mental. Voilà, avoir des gens qui vont les accompagner, mais plutôt mettre ce budget-là là-dedans. Et je trouve ça assez étonnant, mais je me doute aussi de la raison, comme tu l'as dit, au niveau de la puissance marketing de cette industrie-là. Les gens pensent que les compléments alimentaires, ça a des vertus magiques, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et c'est marrant que tu dises que les gens mettent leur argent là-dedans, parce que certaines personnes disent ne pas avoir l'argent pour s'acheter des protéines et que les protéines, c'est trop cher, mais à côté, vont se claquer de la whey tous les jours, quoi. Mm. Tu peux aussi manger des protéines, des vraies protéines, que ce soit animales ou végétales d'ailleurs, hein, mais Mhm. des vraies protéines. Et puis au final, niveau budget, tu t'y retrouveras mieux et puis tu auras des vrais aliments, quoi. Au niveau satiété, ce sera beaucoup plus intéressant. La sortie du livre Le charme discret de l'intestin avait permis de démocratiser le terme de second cerveau en parlant de l'intestin. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de compléments en probiotiques pour la performance et la santé? C'est en train de se démocratiser, comme tu me dis. Par rapport à la pratique sportive, on a encore peu de données. On a quelques données intéressantes quand même, qui montrent que la supplémentation en probiotiques, ça pourrait augmenter les performances sportives. J'avais fait du contenu d'ailleurs à ce sujet, j'avais fait deux, trois réels pour en discuter. Il y a plusieurs souches qui sembleraient être intéressantes. D'un point de vue santé, on le sait que c'est intéressant et que ça impacte la santé et que derrière, la santé et l'hygiène de vie impactent le microbiote intestinal. Donc c'est un peu donnant-donnant, quoi. Dans le sport, autant la pratique sportive à intensité modérée ou basse a une action bénéfique sur le microbiote et la santé intestinale, autant l'activité sportive intense, et du coup à haut niveau c'est souvent le cas, a plutôt un impact négatif parce que ouais, ça augmente la perméabilité intestinale et ça dérégule un petit peu la composition du microbiote. Donc ponctuellement, ça peut être une bonne chose en fonction des symptômes digestifs, hein. Si tu vois qu'un sportif commence à se plaindre de troubles digestifs, qu'il y a des aliments qu'il ne digère pas, que il est ballonné, que son transit est dérégulé. Voilà, ça peut être intéressant de faire des cures ponctuelles en choisissant évidemment les souches qui vont être différentes en fonction des problématiques que tu vas rencontrer. Si tu as un sportif qui a plutôt un transit accéléré, certaines souches vont être plus adaptées et tu vas pas conseiller les mêmes souches qu'un sportif qui va avoir tendance à être constipé. Après, prendre des compléments dans le but d'augmenter les performances, je pense que c'est bien trop tôt pour le dire. Ok. Donc là, tu nous as parlé effectivement de maux digestifs, etc. Est-ce que d'un point de vue préventif, il y a un intérêt pour prévenir, pareil, hein, certaines pathologies? Et si oui, finalement,
comment savoir la souche qui est intéressante pour toi? Est-ce qu'il y a des tests pour ça? Alors, moi, j'ai ma petite liste de souches qui sont adaptées en fonction des symptômes. Ok. Donc, après, dans mes prises en charge, j'oriente. Du coup, je sais quel probiotique. J'ai pas une grande variété de marques de probiotiques, hein, parce que sur tous les probiotiques que tu retrouves sur le marché, t'as tout et n'importe quoi, hein, en fonction de comment c'est dosé. Déjà, Mhm. plus tu as de souches de probiotiques, moins ton probiotique est adapté finalement, parce que ça veut dire que ça répond à toutes les problématiques, mais ça répond à rien du tout au final. Enfin, j'ai quelques marques que je sais de bonne qualité, et après je sélectionne en fonction des symptômes. Après, en préventif, d'un point de vue santé, franchement, c'est l'hygiène de vie qui va primer. Ton microbiote, c'est en partie comment tu manges, comment tu dors, comment tu te sens physiquement au niveau de ton stress, etc. Enfin, est-ce que tu fais du sport qui va impacter ton microbiote? Derrière, par contre, s'il y a quelques dérégulations, pour plusieurs raisons, alimentation, sport, stress, sommeil, surpoids, ça peut être intéressant ponctuellement de faire des cures, ouais. Ouais, on est d'accord que si tu prends tes souches de probiotiques toute la semaine, mais que le samedi soir, c'est la chouille, ça va peut-être être pas forcément intéressant. Et dans la même idée, peut-être garde ton argent pour le mettre ailleurs. Ouais, parce que les probiotiques, c'est pas donné quand même, hein. Ouais, ouais. Ça peut être bien aussi, par exemple, si tu as un traitement antibiotique, si tu es malade et que tu as un traitement antibiotique, Ouais, c'est vrai. moi, je conseille de le prendre en simultané quand même pour soigner un petit peu ta flore intestinale et tes muqueuses intestinales, quoi. Parfait, très clair. Tu proposes des stages de trail, de vélo et autres. Finalement, en quoi ça consiste et qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Ouais, alors il y a une première édition qui a eu lieu en mai dernier. C'est parti de l'idée où moi j'avais envie d'aller un peu à la rencontre des gens et de leur proposer quelque chose en réel. Parce que bon, actuellement je fais surtout de la visio, que ce soit dans mes suivis ou mes formations. J'avais envie d'allier le sport et la nutrition. Donc mes stages Nutri-Sport, c'est quoi? C'est on se retrouve quelques jours en Haute-Savoie, dans un chalet, autour d'une discipline sportive. Donc c'était le trail, mais là en août, il va y avoir deux stages trail, un stage vélo et un stage bien-être pour les gens qui sont un petit peu moins sportifs, mais qui veulent quand même se remettre un petit peu en forme et puis en apprendre plus sur le sport et la nutrition. Et durant ces quelques jours-là, on est en groupe, les gens sont encadrés par des coachs sportifs spécialisés dans la discipline et moi en nutrition. Et il y a un plan d'entraînement qui est adapté sur les quelques jours. Et moi, derrière, j'interviens sur toute la partie nutrition. Donc, il y a des conférences nutrition durant ces stages-là, des ateliers nutrition. Là, pendant le premier stage trail, il y a eu un atelier faire ses recettes de l'effort maison. Il y a eu un atelier sur les collations. Il y a eu un atelier cuisine également, une conférence nutrition. J'ai fait aussi faire une analyse corporelle à chaque participant pour expliquer ce qui allait moins, comment optimiser derrière la nutrition. Le but, c'est vraiment d'allier le sport et la nutrition, parce que voilà, il y a souvent des stages sportifs qui sont proposés, autant en trail, en vélo, en course à pied, ce que tu veux. Mais je trouve il y a pas encore quelque chose qui est proposé en alliant la nutrition. Ok. Et dans le sport, la nutrition, et surtout dans les sports d'endurance, ça a une part quand même très importante. Donc, ce premier stage, ça a été un succès. C'est pour ça que j'ai voulu le développer avec un stage vélo et un stage bien-être. Et stage bien-être, là, j'ai répondu aux gens qui m'ont dit, moi, je suis pas trop sportif, mais j'aimerais bien venir quand même et en apprendre plus sur la nutrition. Donc là, c'est vraiment un stage où ça va être de la rando, du pilates, du renforcement musculaire, du yoga, avec sous forme de séminaires nutrition, des conférences sur des thèmes différents de la nutrition, des ateliers cuisine pour cuisiner des assiettes saines, des collations saines, etc. Donc voilà ce que je propose depuis cette année avec ces stages-là. Tu arrives à agencer au niveau des niveaux de chacun, de pouvoir proposer quelque chose de cohérent pour que chacun prenne du plaisir? Ouais, mais alors je demande quand même un niveau minimum, c'est-à-dire que ça se fait en montagne, c'est à Morzine en Haute-Savoie, donc que ce soit pour le trail, le vélo ou la rando, ça grimpe. Donc je demande quand même, pour le stage trail par exemple, je demande à ce que tu sois capable de courir 3 jours d'affilée, minimum 10 à 15 km en montagne. Si tu es débutant, alors pour le premier stage, on avait une ou deux débutantes qui ont réussi à s'enquiller quand même 50 bornes en 3 jours avec 3000 mètres de dénivelé. Elles ont réussi. Nous, on s'en peine, mais elles ont réussi. Donc, c'est pas impossible, quoi. Je demande quand même un minimum de niveau. Après, on fait plusieurs groupes de niveau, c'est-à-dire que sur les 4 sorties qu'il y a eu, la première était commune pour déterminer un peu le niveau de chacun. Et après, il y avait 2 ou 3 groupes. Tout le monde avait le même parcours. Potentiellement une petite boucle pour rallonger pour les plus rapides. Et puis, en fait, chacun faisait un petit peu à son rythme. Ouais, génial. Puis finalement, en fait, tu t'es associé avec des coachs qui sont compétents dans les disciplines à chaque fois des différents stages.
et ça fait une émulsion assez intéressante, je pense. Pour moi, c'est important de prendre des coachs qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Moi, c'est pas mon domaine, le coaching. J'ai beau faire du trail, j'ai beau faire du vélo, j'ai beau faire du sport de façon générale, je me sens pas du tout compétente et pertinente pour coacher quelqu'un d'un point de vue sportif et je veux pas le faire, je veux déléguer cette partie. J'ai déjà bien à faire avec la nutrition. Pour moi, c'est très important que les personnes soient vraiment bien prises au niveau sportif, bien prises en charge, pardon, au niveau sportif et qu'il y ait quelqu'un de compétent qui les prenne en charge. Mhm. Avec tous les domaines dont on a parlé au sujet de la nutrition, on voit que c'est un domaine finalement qui est en plein essor. Tout le monde en parle. Il y a plus ou moins d'études pour contrer tous ces mythes dont on a parlé. Finalement, comment tu vois l'évolution de la nutrition sportive d'ici une dizaine d'années? Alors, la nutrition, déjà, c'est une science qui est assez jeune, au final, et la nutrition sportive encore plus. C'est-à-dire qu'il y a encore 40-50 ans, on disait aux marathoniens que boire sur un marathon, c'était un signe de faiblesse, quoi. Tu vois? Donc, c'est quelque chose qui est encore assez jeune comme science. Je pense que ça se développe parce que le sport devient tellement poussé d'un point de vue de l'entraînement, d'un point de vue de la préparation physique, que forcément, après, on cherche d'autres points d'action pour améliorer les performances. Quand on a tout optimisé, quoi faire? Même si à la base, c'était pas vraiment le truc principal qu'on optimisait, et non à tort, parce qu'au final, la nutrition, c'est pas du tout le vecteur principal de performance. Moi, je suis la première à le dire, si tu veux être bon dans ton domaine, peu importe la discipline, il faut t'entraîner dans ce domaine. La nutrition, c'est un petit peu la pièce du puzzle que tu viens mettre une fois que toutes les pièces sont mises pour vraiment finaliser le truc, quoi. Voilà, moi parfois, quand j'ai des sportifs qui viennent en consultation pour être performants, qui me demandent des conseils de nutrition alors qu'à côté, ils s'entraînent 2 fois par semaine et qu'ils préparent des courses de fou, bah, entraîne-toi, parce que la nutrition ne va pas t'aider, quoi. Voilà, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience dans chaque discipline sur l'importance de la nutrition. Moi, je le vois avec les clubs, les organisations, les fédérations qui me contactent de plus en plus parce que ce soit les fédés ou les régions, il y a un budget qui est mis à dispo pour les athlètes et de plus en plus pour la nutrition. Donc, je pense que ça se développe et que ce sera amené à se développer et je l'espère. Du moins, moi, c'est un petit peu c'est ma motivation, hein. Mon but, c'est vraiment d'améliorer le sport français, mais le sport de façon générale, pour que nos athlètes soient mieux pris en charge. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma formation, parce Mhm. que moi, j'ai pas du tout pour vocation et pour envie de prendre en charge tous les sportifs de France, quoi. Je peux pas et je veux pas. Et c'est pour ça que j'ai créé ma formation, pour pouvoir former d'autres pros de santé, pour qu'ils puissent derrière bien prendre en charge leurs athlètes. Et que ce soit des diététiciens ou même des coachs, parce que même si un coach n'a pas forcément la casquette de diététicien et peut pas forcément faire de prise en charge nutritionnelle comme un diète, bah, j'estime que s'il a un minimum de connaissances, c'est quand même cool et il peut quand même le conseiller et faire en sorte de bien guider son athlète dans sa progression, quoi. Mm. On voit que tu maîtrises ton sujet et puis de toute façon, je pense que le meilleur des apprentissages, justement, c'est la transmission. Donc ça fait vachement de sens d'avoir créé cette formation à visée de tes confrères. Et ça me fait penser finalement à moi, mon domaine dans tout ce qui est dans la préparation physique. Je suis assez d'accord que tous ces domaines-là connexes avec qui je parle constamment pour ce podcast sont là finalement pour sublimer les sportifs et que finalement, si le sportif il fait pas du spécifique, c'est-à-dire son entraînement de son sport, ça servira à rien, en fait, puisqu'on a un but finalement d'optimisation et pas de combler quelque chose de trop important. Ouais, bien sûr, ce serait super prétentieux de ma part de dire que la nutrition va t'aider à être champion du monde, quoi. C'est pas vrai du tout. Mmh. Et puis, comme je le dis, c'est quelque chose que tu viens faire après, une fois que le reste est optimisé, mais qui est pas négligeable toutefois, parce que la nutrition, ça peut maximiser tes performances, mais aussi les altérer, surtout dans les domaines où bah, je parlais de l'ultra. En ultra, c'est super important. Tu vois, en ultra trail, on dit que celui qui gagne, c'est pas celui qui va le plus vite, c'est celui qui arrive à manger le plus longtemps. C'est un peu ça le délire, hein. Et puis après, bah, on peut l'appliquer à d'autres domaines, hein. Dans les sports de force, bah, si tu veux te développer au niveau musculaire, il faut quand même que la nutrition soit adaptée. C'est bien d'avoir des contraintes mécaniques, pardon, mais il faut quand même que derrière, tu aies les briques pour construire du muscle. Mmh. Donc voilà, peu importe le domaine, ça a sa part. Et puis moi, après, j'ai des sportifs dans tellement de disciplines. J'ai des golfeurs, j'ai des tireurs à l'arc, j'ai des apnéistes. Et dans chaque discipline, il y a toujours moyen d'améliorer la nutrition et il y a toujours possibilité de enfin, que cette nutrition apporte quelque chose de positif, que ce soit sur la santé, la performance ou la récupération. Effectivement, les gars, vos 2 scoops de protéines n'y feront rien si vous vous entraînez 2 fois par semaine. Mais c'est vrai, N'essayez hein. pas. Mais pourquoi je prends pas de muscle? Je comprends pas. Je mange 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps et quand tu me demandes, bah, tu fais quoi comme entraînement? Bah, je m'entraîne un peu au poids de corps 2 fois 30 minutes par semaine.
voilà, tu vois, il faut faire la part des choses quand même. Parfait. On va passer à la dernière partie de ce podcast. J'aimerais que tu nous donnes le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif. Je pense que c'est un peu le slogan que tu as rappelé au début de ce podcast qui est performer et durer. C'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est vrai. Cherchez à performer, à être le plus performant possible au niveau que vous souhaitez, que ce soit performer par rapport aux autres, performer par rapport à vous-même. On a chacun des niveaux d'exigence différents, mais cherchez surtout à durer. Moi, un truc que je répète souvent, c'est je veux être capable de courir un marathon quand j'aurai 80 ans, quoi. Je veux être capable de le faire parce que j'aurais pris soin de moi avant et que j'aurais pas fait n'importe quoi. Tu vois énormément de sportifs, peu importe la discipline, qui sont très performants entre 20, 30, 40 ans, même plutôt entre 20 et 30 ans, et qui après, bah, pètent totalement un câble ou se pètent totalement tout court. Je pense bah, parfois aux femmes qui, avec des troubles du cycle menstruel, engendrent beaucoup de choses au niveau de la santé, notamment bah, fracture de fatigue, ostéoporose précoce, troubles cardiovasculaires. Donc voilà, c'est bien de vouloir performer, mais je pense que c'est pas incompatible avec un bon état de santé et c'est important de chercher à durer dans le temps pour continuer à faire ce que tu aimes longtemps. Ouais, génial. Ça fait, ça fait le rappel avec ce que disait Maxence Besson, qui est médecin du sport, sur le podcast numéro 20. Il disait que pour lui, l'évolution de la médecine sportive sera que ça deviendra de plus en plus une médecine préventive plutôt qu'une médecine plus curative. Et je pense que finalement, tous les domaines qui tournent autour du sport auront beaucoup plus pour vocation, enfin en tout cas, je l'espère, à amener les sportifs à penser en amont plutôt qu'en aval. Ouais, bien sûr, mais c'est clair et net, hein, tu sais. Je vois souvent ça dans les sports co, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, pour avoir suivi quelques équipes de basket, en septembre-octobre, tu avais un tiers de l'équipe qui était déjà blessé, quoi. Ouais, Enfin, il y a des je veux drames. dire, c'est pas normal. Je pense qu'il y a le problème, c'est que les sportifs bah, tirent dessus, et puis, bah, mince, quand je suis blessé, je vais commencer à faire attention. Mais ouais, mais en fait, c'est avant qu'il faut commencer à faire gaffe pour que ce moment où tu es blessé n'arrive pas, quoi, ou Ouais. arrive moins fréquemment, parce que c'est quand même beaucoup trop récurrent. Est-ce que tu aurais un documentaire, un livre, un podcast ou n'importe quelle autre ressource à nous conseiller pour les sportifs? Alors, au niveau podcast, je pourrais recommander le podcast Endurance 30 de Nico Vandel, donc, qui est un podcast en 30 minutes sur les sports d'endurance. Donc, il interviewe des pros du sport et de la nutrition pour discuter de sujets autour de l'endurance. Ok. Le podcast Sport Nutrition de Bertrand Soulier également. Un troisième que je pourrais recommander, c'est le podcast Confidence sportive de Thomas Mertz, qui parle des émotions dans le sport. Donc là, il interviewe surtout des sportifs, souvent à haut niveau, pour discuter des émotions dans leur discipline sportive. Donc voilà pour les podcasts. Après, niveau livre, alors moi, je lis pas beaucoup de livres en nutrition sportive ou en nutrition tout court, parce que je trouve que dans le milieu francophone, il n'y a pas grand-chose qui se fait d'intéressant. Mhm. Un livre en nutrition sportive que je peux recommander, c'est peut-être le livre Nutrition du sportif de Xavier Bigard, pardon. Pour le coup, il est assez bien construit et documenté. Et après, moi, je lis plutôt des livres autour du développement perso, de la philosophie, Ouais, mais tu peux de... nous en partager, hein, ou tu vois, même d'un aspect Ouais, business et tout. Je trouve que souvent ça fait lien et j'ai certains invités qui m'en ont proposé, donc avec plaisir. alors, les derniers livres que j'ai lu Le Cygne Noir, j'ai lu L'Effet cumulé et j'ai lu Passer à l'essentiel. Les deux derniers m'ont vraiment aidé à remettre un petit peu en question ma façon de travailler pour mieux m'organiser et finalement être beaucoup plus efficace dans mon travail et puis ma vie de façon générale. Ouais, quand tu parles du signe noir, tu parles du livre de Nassim Nicolas Taleb. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai lu Antifragile qui m'a mis une grosse claque et qui d'ailleurs est très conséquent. Je pense qu'il faudra que je le relise. C'est vraiment des bouquins, enfin en tout cas pour connaître Nassim Nicolas Taleb, pour moi, peut être lu par tout le monde et peut en tirer forcément quelque chose, peu importe le domaine. Donc je trouve que Je ça suis fait d'accord. vachement sens avec nos auditeurs. Et puis par rapport au podcast, tu vois, je suis ravi parce que je connaissais aucun des trois. Je connais, tu parlais de comment? Soulier, c'est ça? Ouais,
Ouais, lui, il a plusieurs podcasts, c'est Il ça? a, ouais, il a kilomètre 42, c'est ça? 42, il Ouais, a kilomètre 350 maintenant en rapport avec le vélo. ok. Et je crois que c'est déjà bien en vrai. Ouais, c'est déjà conséquent. Pour connaître le travail que ça représente, je ne sais pas comment il fait. Peut-être qu'il faudrait que je le contacte pour comprendre. Je crois qu'il a fait Génial. une formation là-dessus. Ah ouais? Ouais, je crois, il me semble. Ouais, je sais que c'est aussi son domaine au niveau de la création de contenu, tout ça. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? Je crois que je vais te dire Thomas Pesquet. En Aucune vrai, raison. parce que je pense que j'aurais beaucoup à apprendre de lui, parce que je trouve que c'est une personne exceptionnelle sur tous les domaines. Ce mec est parfait sur tous les domaines. Et ouais, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à m'apprendre, tant d'un point de vue intellectuel que sportif. Et je pense que j'aurais envie qu'il me raconte aussi tout ce qu'il vit, quoi. Génial. Quel serait le meilleur moyen de te contacter, tout simplement pour te remercier d'être passé sur le podcast ou pour peut-être participer à tes stages trail, vélo, etc. Instagram principalement. Donc mon Insta, c'est Nouchka Diète, nouchka.diète. Et puis sinon, par mail ou sur mon site internet fourchettebasket.fr. Voilà mes trois plateformes principales. Ouais, parfait. Bah, je mettrai tout ça bien évidemment en lien dans la description. Je vais te poser la dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Je pense que tu pourrais inviter Thomas Pesquet. Si c'est le cas, appelle-moi. J'assiste au podcast. Non, plus sérieusement, je pense à Rémi Rivet. Je ne sais pas si tu vois qui il est. Ouais, on me l'a Euh, proposé il n'y a pas longtemps en plus. Ok, et bah tu vois, je pense que franchement, ce serait quelqu'un de top que tu pourrais recevoir dans ton podcast parce que lui, il est vraiment calé dans tout ce qui touche, alors surtout à l'endurance et les sports outdoor. Alors lui, surtout en triathlon, trail, escalade, Ouais. mais il est vraiment très calé dans tout ce qui est retour de blessures et physiologie, quoi. C'est un très bon nom que je pourrais te recommander. Du coup, si on te l'a déjà proposé, je rebondis et je te propose quelqu'un d'autre pour parler peut-être de tout ce qui touche aux problématiques féminines. Ce serait Barbara. Vulpia. Oh là là, Ouais, je vais qui écorcher a son nom de son, famille. Je suis désolée. ouais, 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 ouais. qui ont un podcast à deux, il me semble, Voilà. sur Femmes et Podcast, ou Femme, je sais plus femme, comment ils. femme sportive. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, Mais elle, du coup, bah, elle a créé sa formation sur l'aménorrhée pour aider les femmes à retrouver leurs règles. Et elle est très calée dans tout ce qui touche aux problématiques féminines et aux problématiques du cycle menstruel. c'est la première fois qu'on me la propose, mais c'est vrai que j'ai pensé à ces deux intervenantes parce qu'elles sont deux sur ce podcast. Et c'est vrai que les sujets liés à la date féminine m'intéressent. J'ai pas mal de clientes donc athlètes féminines. C'est un vrai sujet qui me passionne et j'ai fait plusieurs podcasts à ce sujet-là. C'est toujours intéressant de varier les idées, varier les propos. Et puis, de toute façon, il y a tellement à dire que Ouais. je vais te laisser le mot de la fin pour conclure tout ça. Eh bien, merci à toi déjà de m'avoir invité sur ce podcast. C'était vraiment, vraiment chouette. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a appris quelques trucs et que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup, Nouchka, de ta participation et d'avoir échangé avec moi justement sur tous ces sujets parfois clivants et ô combien passionnants. Si cet épisode t'a plu, le meilleur moyen de nous aider à continuer, c'est de partager cet épisode à ton entourage ou sur les réseaux sociaux, pardon, en n'oubliant pas de nous mentionner. On se fera un plaisir d'échanger avec toi. Tous nos réseaux seront bien évidemment en lien dans la description. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force.